Parlons RH, la matinale de la tech, en direct de l'événement HR Technologie France. Jeudi 25 janvier, bienvenue à toutes et à tous sur la matinale de la tech de Parlons RH. Que vous soyez un professionnel des RH ou un DRH curieux des nouvelles technologies, cette matinale est faite pour vous. Je suis Sandrine Lasserre, Content Manager chez Parlons RH, média leader depuis plus de 10 ans dans le domaine des ressources humaines. Chaque matin des 24 et 25 janvier, nous sommes en direct de l'événement HR Technologie France pour vous apporter le meilleur de la tech RH. Cette matinale se découpe en 5 séquences où plusieurs invités se succéderont. Nous débuterons avec le billet d'humeur de Vianney Thomas, Group Event Director chez Closer Steel Media. Vianney abordera un sujet crucial. Les DRH sont peut-être technologiques, mais pourquoi le déploiement de solutions de digital reste-t-il faible? Les DRH seraient-ils croyants mais pas pratiquants? Ensuite, Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH, viendra présenter à propos de la tech, notre revue de presse qui vous parle de technologie RH. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Audrery, expert en stratégie numérique, technologie et transformation RH dans notre interview d'experts. Le thème du jour, personnalisation de l'expérience collaborateur, jusqu'où l'IA doit-elle et peut-elle aller? Puis Stéphane Varizella, Content Manager chez Parlons RH, vous parlera de LXP, Learning Experience Platform, dans l'index HR Tech. Et pour conclure, découvrez l'innovation du jour avec Jean-Yves Chamera, DRH de Steph, et Mathieu Penet, CEO de Yago. Ensemble, ils expliqueront comment apporter une réponse personnalisée et bienveillante à chaque candidat. Alors installez-vous confortablement, ajustez votre volume et partons ensemble à la découverte des technologies qui façonnent le futur des ressources humaines. Je suis Sandrine Lasserre, Content Manager chez Parlons RH. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Et tout de suite, le billet d'humeur de Vianney Thomas. Parlons RH, la matinale de la tech, le billet d'humeur. Bonjour Vianney. Bonjour Sandrine. Vianney Thomas, donc vous êtes Group Event Director chez Closer Steel Media, mais également l'organisateur de l'événement HR Technologie France, d'où nous enregistrons en direct. Et ce matin, vous venez nous parler donc évidemment de tech RH, mais plus particulièrement de déploiement de solutions dans les ressources humaines. Oui Sandrine, un petit billet d'humeur de ma part. Cher DRH et féru de ressources humaines en tout genre, avez-vous déjà assisté à cette pépite intergalactique qu'est le HR Technology France 2024? Une conférence RH organisée par les bienfaiteurs Closer Steel Media et par le RH, où nos DRH 3.0 semblent avoir troqué leur nouveau vélo électrique pour un vaisseau spatial afin d'explorer les confins de la tech et du leadership spirituel. Oui, c'est du sérieux. Entre le Big Bang du travail au leadership spirituel et les super pouvoirs des technologies au service de l'être humain, on se croirait dans une séance de brainstorming après une nuit blanche à regarder des films de science-fiction. Les RH sont prêts à explorer des nouvelles frontières, mais pour ce qui est d'appuyer sur le bouton déployer de leurs outils numériques, c'est encore un peu fou. Un peu comme à la fin du film Inception. Les titres des conférences sont même dignes d'un script hollywoodien. Repenser sa politique de rémunération en 2024, le cas de et son modèle full remote. Vraiment? Bientôt, on sera payé en bitcoin depuis notre canapé en pyjama et on pourra mettre expert en sieste rémunérée sur LinkedIn. Et que dire de l'IA dans les ressources humaines, modus operandi? On dirait un script d'un agent secret RH en mission pour résoudre le mystère de la motivation des employés et gagner la guerre des talents. Agent RH, votre mission, si vous l'acceptez, est d'utiliser l'IA pour rendre le café du bureau un peu plus gourmand. Mais revenons à la vraie question. Pourquoi diable le taux de déploiement de la technologie RH reste-t-il aussi bas que le niveau d'énergie le lendemain d'un enterrement de vie de garçon? Peut-être à cause de la complexité des solutions, non? La technologie RH est tellement complexe qu'on dirait qu'il faut un doctorat en ingénierie spatiale pour s'en servir. Résultat, on va rester à nos bons vieux emails. Hein, Michel? Enfin, quand on les lit. Ou peut-être que c'est la résistance au changement. Certaines personnes préfèrent les méthodes RH d'une époque révolue. On a toujours fait comme ça, depuis la première génération de Michel. Un peu comme si on insistait pour utiliser un fax en plein air du télétravail. Ce serait aussi efficace que prendre un parapluie pour se protéger d'une attaque de drone. Et n'oublions pas le problème de choix. Trop d'options sur le marché des technologies RH. C'est comme essayer de choisir un film sur Netflix un vendredi soir. Trop de choix, tue le choix. Et finalement, on termine en regardant la bande-annonce de La Casa des Papel pour la 10e fois.
Quels sont les impacts d'un manque de déploiement de ces technologies? Imaginez votre entreprise sans technologie RH. C'est un peu comme participer à une course de modules, mais Anakin Skywalker, il est sur une draisienne. Et spoiler, vous n'arriverez pas très loin, et le film sera décevant, décadent, aussi moche que la saison 8 de Game of Thrones. Et côté moral et engagement des employés, les systèmes RH hors d'âge peuvent créer des phobies. Rien que l'idée de se connecter et l'angoisse monte chez nos millennials. On dirait là qu'on leur demande de résoudre une énigme de Sherlock Holmes, et à chaque fois qu'ils ouvrent leur logiciel RH. Et la gestion des compétences. On en parle. L'obsolescence programmée n'est plus seulement pour les grippes. Le diplôme à vie, ça n'existe plus. Et il faut sans cesse acquérir des nouvelles compétences pour rester au top de l'employabilité et pourquoi pas même se reconvertir en spécialiste RH. Alors qu'on vient du bureau d'études. Sans technologie, intégrer et former les employés, c'est comme les faire naviguer dans un champ d'astéroïdes, les yeux bandés. Alors bon courage à tout le monde. Et que dire de l'IA? Certains pensent qu'elle est une menace, d'autres une opportunité. Peut-être que les DRH pensent qu'elle est une menace lorsqu'elles s'immiscent dans leur salle de pause et leur volent leur dernier paquet de biscuits. Mais en réalité, l'IA, elle est là pour nous aider, pour simplifier les tâches fastidieuses et permettre aux DRH de se concentrer sur des choses plus importantes, comme organiser des séances de méditation pour résoudre des conflits interstellaires au bureau. Faisons un brainstorming galactique pour améliorer le bien-être au travail. Mais d'abord, qui a mangé le dernier donut? Alors, comment réinventer la stratégie RH à notre époque? Peut-être que la réponse se trouve quelque part entre les étoiles, dans un univers où les DRH embrassent pleinement la technologie, tout en gardant un œil sur la réalité humaine. Un peu comme essayer de trouver le bon équilibre entre le café fort et la méditation. Peut-être que le futur du travail hybride consiste à équilibrer la quête de sens avec l'efficacité numérique. Ou peut-être que le futur tout court consiste à ne plus planifier les réunions à 8 heures un lundi matin. En fin de compte, nous ne pouvons nous empêcher de rire un peu de nous-mêmes et du jargon cosmique qui unit toute la communauté autour de la lettre H de DRH, l'humain. Mais ne nous trompons pas, les DRH ont et auront un rôle crucial à jouer dans l'entreprise de demain. Peut-être qu'un jour, les RH seront les gardiens de la galaxie des ressources humaines. En attendant, chers DRH, que la force du travail soit avec vous. Bien à vous, et c'est signé Vianney Thomas, un vendeur de moquettes en quête de sens et de café un jeudi matin. Bah écoute, merci Vianney pour ce billet d'humeur, billet d'humour qui mêle SF et technologie RH. Tout de suite, la revue de presse à propos de la tech avec Manon Consul. Parlons RH, la matinale de la tech. À propos de la tech. Et pour cette séquence, je suis accompagnée par Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Bonjour Manon. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons nous plonger avec toi dans l'actualité RH, plus précisément l'actualité des technologies RH. Alors je le rappelle pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, la HR Tech regroupe l'ensemble des technologies qui viennent aider les RH au quotidien. Et la fonction RH étant assez vaste, il existe une multitude de solutions et d'innovations qui vont venir, qui vont du recrutement à la paye, en passant par l'automatisation des tâches répétitives, bref, tout un programme. Aujourd'hui, dans À propos de la tech, nous allons parler de différents enjeux RH. Donc, par exemple, l'expérience collaborateur, la gestion des talents, l'utilisation de l'IA par les managers, et on terminera par un petit point salaire dans la tech et un point sur le climat. Manon, nous allons commencer par parler de certaines difficultés rencontrées par les entreprises en matière de recrutement. Tout à fait Sandrine. Alors c'est vrai que ces dernières années, entre le quiet quitting ou encore le phénomène de grande démission, c'est un peu la crise. On parle même de pénurie de talents. Alors par chance, un article d'Hello Workplace présente l'analyse prédictive comme un outil efficace pour gérer les effectifs et justement éviter cette pénurie. Alors l'analyse prédictive, c'est quoi exactement? Hello Workplace l'a défini comme le fait d'utiliser des algorithmes avancés pour détecter des modèles cachés au sein de vastes ensembles de données. Alors dans le domaine des ressources humaines, cette technique est appliquée pour évaluer la disponibilité future des talents, identifier les tendances de recrutement et anticiper également les fluctuations du marché du travail.
En gros, il s'agit de prédire les futures tendances en termes de recrutement pour, in fine, adapter sa stratégie en fonction et prévenir au maximum le départ des salariés. Bon, plutôt chouette, non? Après avoir analysé comment l'analyse prédictive peut nous sauver de la grande démission, allons plus loin, là au sujet des managers. Un sujet qui tire presque de la science-fiction car il s'agit de les augmenter avec de l'IA. Manon, est-ce qu'on parle donc de simples logiciels ou de quelque chose d'être un peu plus futuriste? Alors, c'est une bonne question et Cécile Dejoux, que vous connaissez sans doute, qui est conférencière, auteure, professeure des universités et également cofondatrice et directrice de l'Observatoire des transformations managériales, entre autres, répond un petit peu à cette question dans un article publié récemment dans Harvard Business Review, dans lequel elle se questionne sur l'avenir de la fonction managériale avec l'arrivée de l'IA et plus particulièrement des IA génératives. Alors, dans cet article, elle présente 5 niveaux de maturité d'adoption de l'IA par les managers. 2 niveaux en particulier ont retenu mon attention. Il s'agit des 2 derniers niveaux. Alors, premièrement, celui de l'automatisation. Donc, pour reprendre les propos de Cécile Dejoux, en fait, elle explique qu'en combinant divers outils, qu'il s'agisse d'extensions, de plugins ou d'autres technologies, l'IA générative facilite la communication et la coordination entre différentes tâches, permettant ainsi leur exécution automatique et séquentielle. Et le 5e niveau qu'elle présente, et qui est sans doute le plus intéressant, en tout cas selon moi, c'est l'augmentation des potentialités du manager. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a désormais la possibilité de créer un chatbot à partir de ses propres données, son propre système de valeurs, et d'adapter le ton, le style et le rendu final qu'il va avoir. Ce chatbot, il peut être nourri de comptes rendus, de rapports ou encore d'évaluations des collaborateurs. Et en fait, il agit un petit peu comme un deuxième cerveau, capable d'augmenter le manager, de penser comme lui. Bref, c'est un petit peu une aubaine pour tous ceux qui ont toujours rêvé d'avoir un clone. Moi, je me pose la question pour savoir à quel niveau nous on se situe pour la rédaction de cette revue de presse. Moi, je te le dis, on est au niveau 0. Bon, après avoir exploré l'impact de l'IA sur les managers, explorons les retombées économiques dans le secteur de la tech. Manon, quels sont les métiers en or pour 2024? Eh bien, Iman Benhaoun, qui est directrice générale de Human Skills, est récemment revenue sur les métiers du digital qui devraient connaître une hausse de salaire significative en 2024 dans un article publié sur Capital. Elle souligne notamment une tendance de recrutement moins intense, mais plus ciblée dans le secteur de la tech. Alors, parmi les métiers concernés, on retrouve ceux qui se rapprochent des nouveaux enjeux des entreprises, donc tout ce qui va être expert en intelligence artificielle, ingénieur RSE ou encore expert en cybersécurité. Tous ces métiers verront leur salaire augmenter d'au moins 10% cette année. Le hic, parce qu'il y a toujours un hic, elle explique également que ces hausses salariales ne concernent pas les salariés en poste, mais plutôt ceux qui prévoient de changer d'entreprise. Alors, me diras-tu, dans un contexte de recrutement un petit peu tendu, est-ce que cette tendance t'annonce salvatrice? Je n'en mettrai pas ma main à couper. Eh ben, pendant que les salaires dans le digital montent en flèche, parlons d'un sujet qui, lui, va peut-être tomber à l'eau. En effet, Manon, il y aurait des impacts environnementaux très forts, notamment des pénuries d'eau liées à l'utilisation de l'IA. Absolument. En fait, chaque semaine, dans sa rubrique climatique, Courrier international décortique la presse étrangère afin de dénicher des pistes de réflexion et agir face au dérèglement climatique. Fin 2023, ils ont publié un article sur l'impact de l'IA sur le climat. Et alors, si de nombreux experts s'accordent à dire que l'intelligence artificielle pourra avoir un impact très positif en matière d'écologie et notamment sur les enjeux liés à la sécheresse dans les années à venir, à ce jour, ce n'est pas tout à fait le cas en fait. Courrier international nous apprend qu'en Castille-La Manche, une région du centre de l'Espagne, une partie des récoltes agricoles ont été perdues en 2023 à cause du manque d'eau. Or, c'est précisément dans cette région que Meta, qui est la société mère de Facebook, envisage de construire un de ces gigantesques data centers qui abritent les systèmes informatiques sans lesquels aucun outil d'intelligence artificielle ne pourrait fonctionner. Un phénomène loin d'être isolé, puisque dans l'Iowa, il a fallu puiser beaucoup d'eau dans les rivières américaines pour refroidir les machines qui servent à entraîner ChatGPT 4. Et rien qu'en juillet 2022, le géant de l'informatique Microsoft, qui est partenaire d'OpenAI, aurait pompé plus de 45 millions de litres
toujours selon les dires de Courrier International. Bon, après, tout comme disait un grand sage en 2010, l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors bon, pourquoi s'embêter? Écoutez, notre périple à travers les dernières actualités RH touche à sa fin. Merci Manon pour ces 2 revues de presse très riches que tu nous as offert en direct de ces 2 jours de l'événement HR Technology France. Je rappelle que tu es Content Manager chez Parlons RH. À suivre, l'interview d'expert avec Jean-Baptiste Audrery sur le thème « Personnalisation de l'expérience collaborateur, jusqu'où l'IA doit-elle et peut-elle aller ?» Parlons RH, la matinale de la tech. L'interview d'experts. Jean-Baptiste Audrery, bonjour. Bonjour Sandrine. Je suis ravie de vous accueillir ce matin dans l'interview d'experts pour parler d'intelligence artificielle et de ressources humaines. Alors entre autres, on va parler de personnalisation de l'expérience collaborateur. Jean-Baptiste, vous êtes le cofondateur de Nexa RH, un cabinet de conseil en stratégie digitale RH et transformation RH. Merci à vous d'être présent ce matin dans la matinale de la tech. Très plaisir. Entrons dans le vif du sujet. Alors, quelques petits chiffres. Donc, d'après le 6e baromètre de l'expérience collaborateur, fait par Parlons RH et UKG, entre 2019 et 2023, le taux des services RH qui adhèrent à cette démarche d'expérience collaborateur est passé de 25 à 66%. C'est une ascension qui est fulgurante et qui montre à quel point l'expérience collaborateur est devenue une tendance de fond à part entière pour les entreprises. Et cette ascension va certainement se poursuivre dans les années à venir grâce aux technologies, notamment d'intelligence artificielle. Après, on est loin d'être sur un long fleuve tranquille. D'après l'étude de KPMG de 2023, Trust in Artificial Intelligence, en France, il n'y a que 39% des salariés qui sont prêts à faire confiance à l'IA au travail, notamment en ce qui concerne, par exemple, l'évaluation des performances ou le recrutement. Et en parallèle, on sait que, par exemple, d'après une étude menée par Indeed en septembre 2023, 85% des recruteurs français recourent déjà à plusieurs outils d'intelligence artificielle pour analyser des CV, planifier des rendez-vous ou encore générer des questions d'entretien. L'IA influe sur l'expérience collaborateur, donc avant même l'arrivée des salariés dans l'entreprise et tout au long de leur parcours. Et au global, on peut se questionner sur les opportunités et les conséquences de l'utilisation de l'IA dans la gestion de l'expérience collaborateur, notamment en termes de personnalisation, mais également en matière de responsabilité des RH. Et donc, ma première question, Jean-Baptiste Audrery, tout d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par expérience collaborateur ? Oui, alors, le sujet ne fait qu'augmenter. Pour quelle raison ? C'est parce que l'expérience collaborateur ou l'expérience employé, EX aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglophone, vise à améliorer de façon très intuitive les parcours d'expérience des candidats, des employés, des managers et des décideurs et des stagiaires et de n'importe quel groupe que vous allez imaginer. Donc, il faut que ce soit simple et que ce soit efficace pour que chacun y trouve, ça a été rapide, ça a été intuitif et c'est pour tous. C'est-à-dire qu'une expérience employée optimale, elle est intuitive, elle est guidée par elle-même. Et ça, c'est du dessin d'expérience. Et le lien avec l'IA, il est énorme parce qu'en fait, on va pouvoir vraiment remplir des formulaires de façon plus dynamique, s'assurer de comprendre la personne, de pouvoir lui poser les bonnes questions, de ne poser que les questions pertinentes pour compléter, accélérer, simplifier et rendre beaucoup plus efficace, faire gagner du temps à tout le monde. Ok, merci pour cette définition. Donc on comprend que l'expérience collaborateur et surtout l'expérience augmentée par l'IA va concerner l'ensemble de la vie professionnelle du salarié au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, cette expérience collaborateur est très chamboulée par l'arrivée de l'IA. Est-ce que vous auriez éventuellement quelques exemples un peu précis Alors, ils sont multiples en fait. Si on en parle autant, c'est parce qu'on est capable, dans la personnalisation, de mettre la personnalisation à l'échelle. Donc, vous allez souvent entendre parler du mot scalable. L'IA permet de mettre à l'échelle la personnalisation. Donc, par exemple, vous êtes un nouvel employé, vous venez d'arriver, vous êtes un nouveau collaborateur. Vous allez avoir un parcours, vous avez été évalué en recrutement, vous avez un poste, vous êtes dans vos premiers jours. On peut personnaliser votre parcours de onboarding sur des formations, sur des points qu'on avait identifiés et pour lesquels vous venez dans ce poste.
Donc l'IA est capable de suggérer des activités, de faire des listes de tâches importantes à des moments critiques selon l'évaluation passée. Donc on a une continuité d'expérience, ce qui arrive assez rarement en RH. Souvent c'est des silos, ça se brise, on ne sait pas parler, et donc l'expérience elle est perdue. Et on va être capable aussi, par exemple, de générer des suggestions, de suggérer des parcours de formation pour des employés, notamment des salariés qui auraient besoin de se développer avec des objectifs de développement, de suggérer. On va parler par exemple d'une approche qui est très très connue dans les sciences comportementales, c'est le nudge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces mots-là, mais c'est la façon de vous suggérer une petite action, passer à l'action, simplement en vous invitant, mais en fonction de quelque chose qui est accessible. Et en fait, on se rend compte que comportementalement, les gens passent beaucoup plus à l'action quand on l'a suggéré. Et donc en coaching, en formation, dans les activités de parcours de développement. Et le dernier point, dans la personnalisation, pour les décideurs, parlons là des comités exécutifs ou des directeurs RH, les systèmes d'IA sont capables de vous dire attention, ici il y a une alerte, attention, ici vous dépassez un seuil de taux de roulement, attention, ici vous avez peut-être un facteur qu'il faudrait considérer pour intervenir dans un environnement toxique. Ça génère des accidents, ça génère des absences, ça génère de la sous-performance. Et considérer cet employé, regardez, il surperforme, il y a quelque chose d'intéressant, il y a peut-être quelque chose à considérer. Donc, on est, en tant que décideur, interpellé par l'analytique qui va nous donner des éléments tout simplement à considérer. Et donc ça, c'est de l'expérience beaucoup plus simple parce que le système nous parle, nous interpelle et nous fait voir des choses qu'on n'a pas forcément vues. Parfait. Donc effectivement, l'IA, ça va plus loin en fait, que des outils qui viennent simplifier la vie du collaborateur et du RH. On est même quelque part sur un changement de paradigme. Donc vous avez parlé là de personnalisation. Mais je crois que ça va plus loin, qu'on pourrait même à l'avenir arriver sur un système qui est un petit peu proche de celui qu'on a en médecine, qui est celui des 4 P. Alors il y a un parallèle qui est fantastique. En fait, les 4 P, c'est en médecine, c'est la prévention, c'est la prédiction, c'est la participation et c'est également la personnalisation. Alors la prévention, c'est justement, on a des seuils, on a des facteurs de risque, il y a des éléments de réussite, on a des tendances, on a des alertes. Donc on l'a en médecine, avec votre mode connecté, il y a plein de choses. Oh, rythme cardiaque dépassé, attention. Dans le volet prédictif, ça je pense que tout le monde comprend, c'est quoi la tendance, comment va évoluer la main-d'œuvre, c'est quoi les besoins main-d'œuvre d'ici 2 ans, compte tenu des départs en retraite, du taux de roulement. Donc on peut prédire la performance, prédire le roulement, prédire tout un tas d'éléments. Et la participation, c'est d'ajouter le volet apprenant, c'est-à-dire que chacun donne du feedback à la machine, ajoute des connaissances, ajoute des textes, ajoute de la voix, de l'image, et le système apprend par nos requêtes, donc c'est participatif. Tout ça, c'est l'IA, ça rejoint tout ça. Et donc la personnalisation est une de ces composantes qu'on veut aller chercher comme RH. Pourquoi ? Parce qu'on veut engager, réengager, et aussi, on n'en parle peut-être pas assez, mais s'assurer que quand on implante un système qui coûte cher, on veut qu'il soit adopté. Donc on veut que les gens l'utilisent, entre guillemets, qu'ils l'aiment, qu'ils l'utilisent au quotidien pour pouvoir en tirer un avantage. Et si c'est personnalisé aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lié au RH pour les RH, c'est un outil qui revient aux contributeurs, aux collaborateurs. Donc j'ai un retour sur ma performance, mes intérêts, mon potentiel, le marché de l'emploi interne, mon développement, ma santé, mon bien-être, ma rémunération, blablabla. Enfin, on pourrait imaginer, mais tous les scénarios d'usage, les use cases dont on parle, sont tous les points, avec mes clients, je le vois, tous les points qu'on considère de A à Z de la vie, du cycle de vie de l'employé, peuvent être adressés par l'IA et pratiquement par ces fameux 4P. Donc on assiste à la renaissance, à une phase de renaissance. Moi je suis assez optimiste de voir qu'on a un immense terrain fertile pour se réinventer. Merci pour cet aperçu d'une utilisation présente et future de l'IA dans les RH. C'est une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir actuellement dans la presse HR Tech.
J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur une question qui est assez abordée quand on parle de nouvelles technologies, qui est, notamment avec l'IA, qui sont les questions un peu éthiques. L'introduction de nouvelles technologies soulève des questions éthiques, notamment donc, en termes de gestion des données confidentielles et de la transparence des algorithmes. Et du coup, Jean-Baptiste, selon vous, comment est-ce que l'IA va un petit peu chambouler cette notion de responsabilité dans les RH? Alors depuis quelques années, moi je vis à Montréal et on est dans une cité qui a contribué énormément à l'IA, à l'IA, les machine learning, le deep learning et le bébé du deep learning qui est les intelligences génératives. D'ailleurs je parle des intelligences. Euh, Ce qu'on voit en fait c'est que on a beaucoup parlé de l'éthique. C'est-à-dire qu'on s'est tourné vers les générateurs, tous ceux qui ont créé ces outils, et on leur dit êtes-vous éthique? Parce que avez-vous pris en compte des masses de données qui sont autant valables en Asie, en Europe, aux États-Unis, les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, tous les facteurs pour pas induire du biais. On a mis énormément de discussions là-dessus. Le volet maintenant qui va arriver, c'est que l'IA est partout, les IA sont partout. En particulier en RH, où tous vos fournisseurs, tous les gens qui exposent ici aujourd'hui à Learning et HR Tech Technologies, 95%, en fait j'ai cherché ceux qui n'avaient pas d'IA, et j'en ai trouvé un. J'ai cherché hier. Donc ils vont être partout. La question maintenant c'est la responsabilité. Donc c'est des responsabilités, chez le RH, de saisir cette opportunité qui est une vague. Le web avait été une vague, le mobile avait été une vague, l'analytique a été une vague, mais c'était des vaguelettes. La vague, c'est un tsunami de IA. Partout, multiples formes, elle revoit tout, elle revoit nos connaissances, notre cognition, notre mémoire, notre langue, elle revisite tout, et la personnalisation de l'expérience, et la façon d'apprendre. Donc, c'est une responsabilité de choisir, de comprendre, premièrement, de bien comprendre c'est quoi, de prioriser par où on commence, parce qu'on ne peut pas non plus rentrer dans un supermarché de l'IA et dire je prends tout, ça ne marchera pas. Et il faut prioriser en fonction de ce qui va être le plus bénéfique pour l'organisation, là où on a des enjeux particuliers. Et le troisième point, c'est de se former. Vraiment, ça va être de former les équipes. Il va y avoir une montée en compétences avec ces outils pour les démystifier, les comprendre. C'est quoi du machine learning? C'est quoi de l'IA générative? Qu'est-ce que ça fait? Il y a tellement de cas d'usage et de façons de faire pour classifier les compétences, pour analyser des textes, analyser des conventions collectives, que ça rentre par tous les aspects. Donc, de s'assurer de bien former son équipe et monter en compétences en disant on va moins faire de transactionnel, on va faire moins de saisie, on va chercher les bassins de données, les bassins de connaissances, on va gérer la connaissance et on va instruire, on va enseigner des choses à ce système et on va interagir et on va être assisté. Donc, ok, j'avais pas l'habitude d'avoir une assistante ou un assistant ou un compagnon. Et donc, c'est revoir en fait. Donc, on a ces trois niveaux, se former, choisir et développer pour rehausser nos rôles, nos responsabilités, comme vous, comme journaliste ou gestionnaire de contenu, ou comme analyste de données, ou comme conseiller RH multivalent, ou comme coach, ou comme consultant, ou comme recruteur, peu importe. Donc effectivement, il y a plusieurs niveaux de responsabilité qui s'imbriquent les uns dans les autres. Il y a une responsabilité effectivement que tu as un peu abordée, que vous avez un peu abordée, pardon, qui est la mise en place donc, de la solution, le choix de cet achat de solutions. Et il y a toute une responsabilité. En fait, comme vous le disiez, on n'est pas dans un supermarché, on ne peut pas tout prendre. Et donc comment est-ce qu'on peut avoir en fait, une grille de choix? Comment est-ce qu'on peut avoir une grille de choix autour de... Alors là, on va rentrer dans un dossier un petit peu plus technique, mais qui est super important. En fait, c'est que comme responsable RH, vous avez votre partenaire TI qui va vous dire je travaille avec Microsoft, avec Google, je travaille avec Amazon. Donc,
Et tous ces fournisseurs-là apportent de l'IA. Donc déjà, ce sont les matrices d'IA qui ont le plus travaillé. On a entendu beaucoup parler d'OpenAI. Il y a à peu près une cinquantaine de fournisseurs de fonds qui vont apporter de l'IA, du machine learning ou de l'IA générative ou du deep learning. Il y a plusieurs approches et plusieurs capacités. Donc la première chose, c'est de se tourner vers son équipe TI et de se tourner deuxièmement vers vos éditeurs de solutions RH qui, elles aussi, vont aller se tourner vers ces matrices, ces fondateurs de l'IA, pour inclure du service d'IA dans vos technologies que vous avez déjà achetées. Et la plupart, beaucoup d'éditeurs sont malins. Ils ont dit on ne veut pas vous faire payer pour l'IA parce qu'on a besoin de moderniser notre plateforme. Donc l'IA va arriver. Donc on a deux types de projets. On est une grande entreprise, on a beaucoup de données. Il est possible que comme RH, vous ayez envie de faire de l'IA sur vos données ou améliorer vos systèmes. Mais la plupart du temps, c'est super simple, c'est qu'est-ce que j'ai déjà et est-ce que ces éditeurs-là vont apporter des solutions d'IA et lesquelles je vais activer en premier, lesquelles je vais vouloir utiliser, comment je les mets sur une feuille de route pour avoir une logique. Parce que sinon, comme je l'ai dit, tout le monde, votre ATS, le système de recrutement, votre HRMS, votre système de gestion, de planification des temps qui incorpore depuis au moins 10 ans du machine learning, arrive avec en plus un petit outil de chat pour vos employés pour dire est-ce que tu viens ce matin ou tu es en retard, est-ce que tu veux remplacer ton quart de temps avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu serais disponible pour combler ce poste-là. Bon bref, il y a plein d'usages. Donc on se tourne vers les TI, on se tourne vers nos fournisseurs et on va leur demander comme responsabilité, on va leur demander est-ce que votre modèle d'IA, c'est quoi? Donc c'est du machine learning, c'est de l'IA générative, est-ce qu'elle est fondée sur un acteur qui est solide? Et on va se poser des questions aussi de sécurité, ça c'est votre partenaire TI qui va vous aider, c'est hébergé où? Autre question, on va aussi se poser la question de savoir ma donnée à moi, ma donnée d'entreprise, privée, protégée, je la sécurise, j'ai ce rôle-là comme RH, parce que j'ai des informations sensibles, est-elle anonymisée ou contribue-t-elle à nourrir le système en général ou juste pour moi? Alors c'est des questions qu'il faut se poser et vous devez toutes et tous avoir des réponses franches, claires et non pas du « oh non, mais nous, vous inquiétez pas, on est très bon ». Donc il faut poser des questions, ils doivent en toute transparence vous indiquer qui sont les fournisseurs et comment ils travaillent. Et en termes de responsabilité, il y en a une dernière que j'aimerais aborder, qui est celle de la responsabilité aussi du collaborateur qui va utiliser ces outils d'IA. Donc j'ai trouvé une étude de Cyberhaven qui indique que 11% des données copiées-collées dans ChatGPT, ce seraient des données confidentielles de l'entreprise. Alors des données internes de l'entreprise, des données sur des clients, voire des données personnelles qui permettent d'identifier les individus, donc ce qui est interdit au sens du RGPD, voire même parfois des données médicales. Donc dans ce cas-là, est-ce que, donc on en a parlé, mais est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'une responsabilité de la part des collaborateurs aussi envers les outils? Alors bien évidemment, en première ligne, les ressources humaines doivent s'assurer, d'avoir balisé où sont les utilisations des IA dans nos systèmes RH pour pouvoir dire aux utilisateurs voici, on utilise derrière de l'IA, si vous collaborez, si vous êtes en train d'interagir, sachez que ça va marcher comme ça. Donc il doit y avoir une transparence pour une confiance. Et on doit aussi s'assurer de pouvoir, bien évidemment, expliquer à certains collaborateurs pourquoi on n'utilisera pas ChatGPT gratuit. ChatGPT, il arrive en 3 versions, la gratuite, la payante, qui est pour le grand public, en mode chat, ouvert, c'est très facile, c'est très intuitif, c'est ludique, plein de trucs à apprendre. Mais malheureusement, si vous mettez des informations sensibles, une liste d'employés, une liste de numéros de sécurité sociale, ou si vous mettez de l'information sur la santé ou le dossier, d'invalidité de l'employé, puis d'analyser ou de faire une lettre d'invalidité, vous risquez de donner de l'information sur ces plateformes grand public. Mais par exemple pour ChatGPT,
tout comme pour tous les autres auteurs dont j'ai parlé, ils ont des versions entreprises. Et dans ces versions entreprises, il y a un niveau de sécurité qui fait que, en fait, ils anonymisent l'information et ils vont juste livrer le service. Donc vous donnez un input d'information et ils vous redonnent l'output. L'IA générative le fait et par contre, entre-temps, tout a été encrypté et ils n'utilisent pas l'information. Donc ils ne font que livrer le résultat finalement. Là où ça devient super intéressant, c'est que dans les IA génératives, c'est ça qui a bouleversé le marché depuis 2017 et en particulier l'année dernière. Il y a une technologie qui s'appelle le RAG, qui est le Retrieve Acceleration Transformation Management. C'est un outil qui va aller chercher une section d'informations qui pourrait être propre à votre entreprise. Une liste, une recette ou un cahier de procédure et il pourrait s'actualiser avec l'information du modèle en général qui est basé sur des grands volumes de données et de l'information locale. Mais là, il faut être dans un environnement dit entreprise et donc c'est là où il faut se poser la question avec l'équipe TI, avec vos fournisseurs. Qu'est-ce qui est en niveau entreprise? Qu'est-ce qui respecte des normes de sécurité et comment on va pouvoir travailler en confiance. Et ça, il faut le comprendre, il faut le décoder. C'est des nouvelles questions à poser parce que tout ça n'a moins que, je dirais, 18 mois dans certains cas pour l'IA générative et moins de 10 ans pour le machine learning. Donc, ça fait partie des questions ultra importantes. Il faut vous équiper. C'est pas aussi compliqué. Et une fois de plus, mon conseil, c'est les fournisseurs doivent vous répondre en toute transparence. Donc c'est de l'information qui doit être publique et très claire, comme on sait par exemple pour l'hébergement, c'est hébergé. Voilà. D'accord. Dernière question autour de la responsabilité, là qui va être un petit peu plus complexe, je pense. Je suis DRH, j'ai eu accès à une information qui était personnelle sur un employé. Est-ce que, par rapport aux prédictions que m'ont fait mes outils d'IA, par rapport à ces données que j'ai reçues, est-ce que je suis obligée d'agir, moi, en tant que DRH ou moi, en tant qu'entreprise, même si, en fait, ces outils d'IA, si la prédiction ne me convient pas? Alors là, moi, j'aime ce sujet parce que pour l'instant, il n'est pas encore complètement débattu. On fait que l'effeuiller. C'est si l'IA fouille, si on lui donne accès à de l'information qu'on n'a jamais eu le temps de croiser, qu'on n'a jamais su, qu'on n'a pas pu croiser. Notamment des éléments comportementaux avec des éléments sociodémographiques, des éléments d'opération, donc les ventes en magasin, l'âge du capitaine, le profil, le niveau de formation, les dernières activités de formation, le niveau d'attention porté sur telle et telle chose. On croise des données qu'on ne pouvait pas faire avant et le système nous suggère vous pourriez augmenter de 15% vos ventes si vous aviez juste un peu plus de formation ou si votre gestionnaire, on parlait tout à l'heure avec Manon du manager augmenté, on lui dit donne un peu plus de reconnaissance, communique mieux, implique mieux, on pourrait générer 15%. Et bien, si l'IA vous dit c'est comme ça qu'il faudrait faire, dans l'aide à la décision, c'est une responsabilité. Le système l'a détecté, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ça, c'est le côté positif pour optimiser. Mais imaginez si le système analyse à nouveau avec la puissance des données comportementales, vous avez un risque de burn-out, départ anticipé sur des postes clés, sur des ingénieurs qui vous ont coûté très cher parce que vous n'avez pas le bon management, vous n'avez pas la bonne structure, vous n'avez pas la bonne formation. Il y a une responsabilité du comité de direction. S'il y a des risques de suicide, parlons d'un sujet encore plus trash, plus direct, il y a une responsabilité. Donc si j'ai eu un flag, j'ai eu une alerte, j'ai une connaissance approfondie de la sauce, de la recette, il faut que je prenne action. Donc l'IA va nous mettre sous le nez des éléments nouveaux. Et quand je parlais de renaissance aussi, c'est la puissance des sciences comportementales. On a juste effleuré 1%. Moi, je suis psychologue organisationnel. On faisait des études sur 300 employés. Et là, on avait un taux de fidélité de notre prédiction qui était de 0,5. Là, avec l'IA aujourd'hui, ça va être dynamique et constant. Donc, ça amène une autre responsabilité des agents RH et des décideurs aussi. Et ça, c'est un tout nouveau champ super intéressant à explorer et à surveiller pour de prochaines conférences de presse et notre discussion. Merci Jean-Baptiste pour tous ces éléments.
Donc on a parlé des différentes responsabilités, des différents écueils auxquels seront confrontés les RH et les salariés. Merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Les auditeurs qui nous suivent en direct nous ont transmis des questions auxquelles on souhaite que vous répondiez. Donc on écoute tout de suite la première question. Comment l'IA risque-t-elle d'affecter les relations entre les managers et leurs équipes? Ah, intéressant. Alors, je pense que d'un côté, il va y avoir des attentes de la part des collaborateurs. On s'attend à certaines choses, on s'attend à des communications plus rapides, on s'attend à des choses mises en contexte. On veut de la transparence. Et le manager va avoir aussi besoin d'avoir des insights. Il va avoir besoin de comprendre le talent, comprendre un peu mieux et de s'être préparé à faire des entrevues, des échanges informés. Et puisque l'IA peut donner de l'info autant à l'employé qu'au manager, ça veut dire aussi qu'il faut prendre action derrière. Donc on est mieux informé et on doit prendre action. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que chacun peut partager de l'info à différents niveaux. Je pense par exemple au Talent Marketplace qui font du matching avec des postes, des opportunités pour l'employé. On voit, c'est ouvert. Donc la relation va être de la transparence, de la confiance et du coaching, énormément de coaching. Et d'ailleurs, il y a des outils d'IA qui conseillent les coachs ou qui matchent les coachs avec les coachés. Donc, enfin bref, on pourra en parler. C'est une relation éclairée. On pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a plein d'idées qui viennent. Mais je fais juste effleurer le sujet, mais c'est une question intéressante. Ouais, j'imagine effectivement qu'on pourrait en parler pendant très très longtemps avec vous. Mais malheureusement, il faut que... Voilà, on a d'autres questions et une dernière question à laquelle on aimerait que vous répondiez. Donc, selon vous, quel est le chantier prioritaire auquel les DRH doivent s'attaquer en matière de personnalisation de l'expérience collaborateur via l'IA? Ah ok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut analyser en fait, il faut regarder deux choses. La première, c'est où que ça bloque aujourd'hui dans votre entreprise, où vous passez du temps qui est du temps répétitif, à haut volume, qui ne sert, qui n'a pas de forte valeur ajoutée. Essayez de trouver ces nœuds-là et essayez de voir parmi vos solutions que vous avez déjà, si elles peuvent vous aider ou s'il y a une solution dite de pointe, une solution spécialisée, qui pourrait vous permettre de faire un projet et un pilote et pour tout simplement alléger certains éléments. Souvent, on va dire que dans le domaine du recrutement, si vous êtes en phase de recrutement intensif, ça pourrait vous aider énormément, bien évidemment, sur plein d'aspects. Je pense à des outils qui font de l'analyse vidéo pour du recrutement de masse. Ils peuvent vous sortir tout de suite, là, analyser une vidéo. On appelle ça speech to text. Et ensuite text to skills. Vous sortir des listes de candidats qui sont à considérer en premier. C'est formidable. Mais si vous avez des enjeux de formation, c'est peut-être les parcours de formation. Si vous avez des enjeux de planification de main-d'œuvre, vous êtes dans le secteur du commerce de détail, il faut avoir du machine learning pour orchestrer. Alors ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de vos enjeux d'affaires. Et si vous êtes avec un énorme centre de service, moi j'ai des clients qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils pourraient presque réduire de 50% le nombre de requêtes dans des centres de service en ayant des chats qui vont analyser les documents, qui font une synthèse et qui répondent aux premières questions. Et ensuite, les gens des centres de service, eux, ont une question plus complexe et vont opérer des processus plus complexes. Ça change tout le département de centre de service. Donc ça dépend où vous êtes, ça dépend de vos besoins. Je sais le mot ça dépend, c'est très consultant, mais les réalités sont différentes et les IA sont multiples. Donc il y a plein d'opportunités, c'est ça le message. D'accord. Jean-Baptiste, merci d'avoir répondu à nos questions sur un thème aussi important qui est l'expérience collaborateur augmentée par l'IA. Un sujet d'autant plus tendance que nous sommes en direct de l'événement HR Technology France. Jean-Baptiste, merci d'avoir été présent. Merci à vous. Merci Sandrine. Et donc je rappelle, vous êtes le cofondateur de Nexa RH, un cabinet de conseil en stratégie digitale RH et transformation RH. Votre expertise et vos réponses nous ont permis de mieux appréhender ce sujet sur les différents usages de l'intelligence artificielle générative. Et tout de suite, on va passer à l'index HR Tech avec Stéphane Marizella qui vient nous parler de LXP Learning Experience Platform. Parlons RH.
la matinale de la tech, l'index de la tech. Bonjour Stéphane. Bonjour Sandrine. Stéphane, tu es content manager chez Parlons RH. Aujourd'hui, tu viens nous parler de LXP. Oui, tout à fait Sandrine de LXP pour Learning Experience Platform. Alors comment ces plateformes transforment l'apprentissage en entreprise? Quels sont les avantages et défis à relever pour leur intégration? Et enfin, quelles perspectives d'avenir ouvrent-elles? Réponse en 3 minutes. Ah, pour commencer, Stéphane, qu'est-ce que le LXP? Oui, il faut bien comprendre, Sandrine, que le LXP, en fait, est une petite révolution dans l'apprentissage en entreprise. Parce que c'est une expérience d'apprentissage sur mesure qui utilise des contenus très variés en libre service. Dans ces contenus variés, on retrouve des vidéos, des podcasts ou encore des articles. Le LXP se distingue aussi par son approche centrée sur l'utilisateur. Elle encourage l'auto-apprentissage et le développement personnel à travers une interface intuitive et engageante. D'accord, mais dans ce cas-là, ce serait quoi les avantages du LXP pour les collaborateurs et l'entreprise? Alors, le LXP transforme l'apprentissage en entreprise en une expérience dynamique et engageante. Comment? En permettant une mise à jour rapide des compétences. Et en fait, il faut comprendre que cette culture d'apprentissage continu est vitale dans un monde professionnel en constante évolution. Aussi, les employés bénéficient d'un apprentissage personnalisé. Cela augmente leur capacité à répondre aux défis spécifiques de leur rôle. Les employés peuvent aussi développer des compétences alignées avec les besoins de l'entreprise, tout en renforçant leur engagement et aussi la motivation. Enfin, une dernière chose, le LXP soutient l'apprentissage collaboratif, très important pour la cohésion d'équipe et la culture d'entreprise. D'accord, on a parlé des avantages, mais ce serait quoi les défis pour intégrer efficacement le LXP dans l'environnement d'apprentissage de l'entreprise? En premier lieu, comme d'habitude, l'intégration. Parce que l'intégration du LXP nécessite une réflexion stratégique. Il est très important aussi de surmonter la résistance au changement et de s'assurer d'une infrastructure technologique adéquate. Pour la résistance au changement, comme d'habitude, former les employés. Si la technologie a un rôle important dans le cadre du LXP, il est aussi important de maintenir un équilibre avec les interactions humaines. Il faut toujours veiller à ce que le LXP complète mais ne remplace pas les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Enfin, maintenir l'intérêt des apprenants est un des enjeux majeurs du LXP. Il est important de créer des contenus engageants et pertinents. D'après tout ce que tu nous as présenté, l'avenir du LXP en entreprise semble très prometteur. Et donc, à quoi est-ce qu'on pourrait nous s'attendre? Oui, alors on peut s'imaginer beaucoup de choses. Dans un futur proche, le LXP pourrait devenir un écosystème d'apprentissage encore plus riche. D'abord en intégrant des réalités virtuelles et augmentées pour des expériences toujours plus immersives. Et aussi, bien sûr, on s'attend à une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle pour obtenir des recommandations d'apprentissage encore plus personnalisées. Enfin, on peut aussi envisager une plus grande synergie avec les systèmes d'évaluation des performances. En combinant les outils de LXP à ceux de gestion des talents, on obtiendrait des parcours professionnels plus fluides et adaptés pour chaque employé. Merci Stéphane pour ces deux index HR Tech que tu as présentés donc, durant ces 2 jours en direct de l'événement HR Technologie France. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent te retrouver ce soir sur le média Parlons RH pour le HR Tech. Et passons maintenant à la dernière séquence de cette matinale, l'innovation du jour. Parlons RH, la matinale de la tech, l'innovation du jour. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Penet, CEO de la startup Yago, et Jean-Yves Chamera, DRH du groupe Steph, leader européen du transport et de la logistique de produits frais. Ensemble, nous allons parler d'innovation RH. Mathieu, bonjour. Bonjour Sandrine. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de participer à cette émission. Commençons par poser le cadre. Mathieu, Yago est un service d'accompagnement qui permet de répondre personnellement à chaque candidat et ainsi de fidéliser les profils pertinents pour une entreprise. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter votre solution et nous dire pourquoi vous l'avez créée? Pour le dire simplement, Yago, c'est comme un service d'externalisation de la relation candidat et on a fait ce constat parce qu'on a vu que souvent les équipes de recrutement étaient dépassées par les volumes de candidatures qu'elles pouvaient recevoir, mais qu'en face, il y avait un humain derrière chacun des CV qui attendait qu'on lui réponde et qui attendait d'être considéré réellement par l'entreprise dans laquelle il devait postuler. Et donc, toute la logique a été créée pour aider les entreprises à bien traiter humainement et correctement chacun des humains qui s'y est adressé pour y trouver un emploi. Jean-Yves, vous avez été à l'initiative de ce projet. Pourquoi avoir choisi une solution d'externalisation de la relation candidat? Je crois qu'au-delà de choisir une solution lambda d'externalisation, c'est la rencontre avec Mathieu qui nous a donné l'idée.
L'idée, c'était de se rendre compte que quand les candidatures spontanées sont vues comme une espèce de masse auquel on a du mal à répondre, eh ben, finalement, il y avait une solution qui permettait de personnaliser les réponses et de s'adresser à chacune de nos candidatures. Jean-Yves, ce projet n'aurait pas pu se faire sans l'adoption de Yago, une solution complète de gestion de l'expérience candidat. Pourquoi avoir choisi Yago? Quels bénéfices avez-vous retirés suite à son utilisation et pour quels résultats? Nous avons choisi Yago au moment où nous étions en plein lancement de notre marque employeur. Et vous savez, quand on traite le sujet de la marque employeur, le grand sujet, c'est la cohérence. C'est s'assurer que la réalité que nous vendons est bien la réalité vécue. Et à ce titre-là, il n'était pas concevable que nous générions un flot de candidatures suite à nos campagnes et que ces candidatures ne soient pas traitées avec toute l'attention qu'elles méritaient. Ce qui nous a vraiment accroché dans la proposition de Yago, c'est l'attention qu'il porte à chacun de nos candidats. Mathieu, Et du coup, ce qui est chouette, chez Steph, c'est quand on demande l'avis des candidats sur, justement les réponses et la qualité des réponses qu'ils ont pu recevoir, on obtient 85 de satisfaction chez les candidats, sur la manière dont ils ont été traités et le ressenti qu'ils peuvent avoir par rapport à, bah, la déclinaison pragmatique de la marque employeur de Steph. Jean-Yves, qu'ont pensé les collaborateurs et les managers de Steph? Quels ont été leurs feedbacks? Le feedback et notamment de la fonction RH, c'est un sentiment à la fois de soulagement, à la fois un sentiment d'assurance, de savoir que les messages qu'ils passent sont traités en cohérence jusqu'à la n'importe quelle candidature spontanée. C'est ça qui fait le principal retour et d'autant plus fort que je crois personne n'avait envisagé qu'une telle solution puisse exister. Mathieu, quel est le feedback le plus élogieux qu'un DRH puisse vous faire à propos de Yago? Le feedback le plus chouette, qu'on nous ait jamais fait, il était très humain finalement. Il était que, en fait, derrière cette logique de respecter et de traiter humainement chacun des candidats qui a postulé, il y avait un vrai enjeu business d'image qu'on pouvait laisser pour la marque employeur, OK, mais aussi pour la marque commerciale et pour fluidifier aussi tout le process de recrutement, parce que comme on va aller fidéliser les candidats et revenir vers eux dès qu'il y a des nouvelles offres qui correspondent à leur profil, il y a un enjeu aussi d'efficacité de recrutement. Donc le feedback le plus élogieux qu'on ait pu nous faire, c'est de remettre en paix en termes de conscience professionnelle des équipes de recrutement, mais aussi d'être un support opérationnel pour les aider à revaloriser leurs anciens candidats. Donc cette jonction business et éthique, c'est peut-être le truc le plus fort qu'on nous ait remonté. Merci Jean-Yves et Mathieu. Vous étiez les invités de l'innovation du jour dans la matinale de la tech par Parlons RH. Et c'est la fin de cette édition de la matinale de la tech par Parlons RH. Je remercie l'ensemble des invités et des personnes qui sont intervenues tout au long de cette émission. Vianney Thomas pour son billet d'humeur, Manon Consul pour la revue de presse autour de la tech, Jean-Baptiste Audrery qui était l'invité pour notre interview d'experts, Stéphane Varizella pour l'index HR Tech, Mathieu Penet, CEO de Yago, et Jean-Yves Chaméra, DRH de Steph, qui étaient les invités de l'innovation du jour. Merci également aux équipes Content Marketing et Social Media de Parlons RH, et en particulier à Thomas Lared, responsable du pôle Social Media de Parlons RH, Emmanuel Berman, responsable du pôle Content Marketing, d'avoir monté et promu cette émission. Merci à Isabelle Fil à la technique. Si vous avez aimé cette matinale de la tech par Parlons RH, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Parlons RH et à nous suivre sur nos comptes LinkedIn, X et Facebook. Ainsi, vous serez les premiers à savoir si et quand une prochaine édition de cette matinale aura lieu. Pour l'instant, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour le HR Talk, présenté par Stéphane Varizella. Avec ses invités Ulysse Franco et Guillaume Vigneron, ils vont débattre sur le thème, concrètement et opérationnellement, comment l'IA doit-elle transformer les RH. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle matinale. Parlons RH, la matinale de la tech, en direct de l'événement HR Technologie France.